Le Conseil général a décidé de ne plus verser des salaires aux prêtres de la Guyane. Officiellement, depuis le 1er mai, le département n'assumera plus le versement des rémunérations mensuelles des prêtres catholiques du département. Suite à l'intervention de Monseigneur Lafont qui se dit surpris de cette décision, le président du Conseil général a décidé de répondre à l'accusation de ne pas avoir averti les religieux du changement. Ma surprise, qu'il soit lui-même surpris. Donc, s'il est hostile à ça et qu'il considère que, comme il n'a pas eu gain de cause, qu'il fallait faire mal, il est mal barré avec moi. Ils mettent fin et je dois vous dire que nous avons tardé, je considère que nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt. Donc, face aux interventions de Monseigneur Lafont, nous avons repoussé à chaque fois cette échéance, puisque lui-même, à un moment donné, pour vous donner donc, toute l'historique, nous avions déjà une première délibération qui était prise en disant nous allons geler le nombre de prêtres. Ça, c'était ça dans un premier temps. Ensuite, le débat a évolué. Nous nous sommes dit, compte tenu de l'absence de réponse de l'État, nous n'allons plus pouvoir prendre en charge les prêtres. Et c'est ainsi que nous avions une délibération qui disait que cette prise en charge serait donc arrêtée. Donc, c'était à l'époque, nous étions en débat sur la collectivité unique. Et cette délibération que nous avons là, c'est la dernière qui annule les précédentes, où nous disons clairement que nous allons mettre fin à cette prise en charge cette année, quelle que soit la situation institutionnelle du département. Le salaire d'un prêtre s'élève à près de 1 500 € net et d'un évêque à près de 1 800 € net. La somme des salaires des plus de 30 prêtres du département coûterait à la région plus d'1 million d'euros chaque année. Alain Tianliang estime que le moment est venu de mettre fin à cette situation inédite en France, car la Guyane est la seule région qui prenait en charge les prêtres. La rémunération des prêtres nous coûte précisément au 31 décembre 2013. Nous avons payé non pas 33 prêtres, mais 34, pour un montant global d'1 099 858,32 centimes d'euros. Le Conseil général n'est pas la représentation du Vatican en Guyane et qu'il avait deux possibilités, soit de voir avec son autorité donc confessionnelle, soit de saisir le tribunal administratif, ce qu'il n'a pas encore fait. Donc la loi lui en confère ce droit-là. Je suis étonné de voir qu'il ne l'utilise pas. Le préfet m'a contacté à ce sujet. Je lui ai dit, monsieur le préfet, si cette délibération vous gêne, vous n'avez qu'à donc saisir le tribunal administratif pour que le Conseil général puisse revenir éventuellement sur sa décision. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui est opposable à tous, délibération du Conseil général, et il n'est pas question pour moi de vous appeler pour vous dire que nous allons remettre ça en cause. Par contre, je m'étonne fortement de l'étonnement de Monseigneur Lafont, et comme je considère qu'il n'est pas à son premier coup, trop c'est trop aujourd'hui, je suis président du Conseil général en responsabilité. Je n'ai jamais été destinataire en termes de mission de la prise en charge de prêtres. Et moi qui considère que les autres confessions de Guyane auraient pu avoir vocation à nous solliciter, même si ironiquement je leur ai demandé de le faire, elles ne l'ont pas fait, eh bien moi je dis tout simplement qu'il est anormal que la contribution publique puisse supporter la prise en charge donc, de rémunération de prêtres, tout en sachant que même si les témoins de Jéhovah par exemple ne votent pas, il est clair que toutes les confessions ont des contribuables et qu'il est anormal que la contribution d'un adventiste, d'un membre de l'église évangélique de Guyane ou autre puisse contribuer à payer les prêtres. Donc, seuls les prêtres sont concernés par le changement. Le salaire des évêques continue à être pris en charge par la collectivité. J'ai invité Monseigneur Lafont à se rapprocher de son autorité donc confessionnelle, chose qu'il a, semble-t-il, faite, puisque j'ai vu dans le France-Guyane qu'on lui a répondu puisque s'il doit être dans la ligne, il a bien compris que le pape François a dit que l'Église doit être pauvre, mais ça, ce n'est pas un jeu de mots que je fais. Donc, s'il était dans cette lignée du pape François, il aurait dû me dire, Monsieur le Président, comme vous avez maintenu, ou bien comme le Conseil général a maintenu uniquement la rémunération de l'évêque, en solidarité à mes confrères ou à mes frères, je vous demande de ne pas tenir ça. Donc c'est le geste que j'attends de lui en tout cas. Mais aujourd'hui, vous êtes face à un président qui a été agacé tout ce week-end parce que beaucoup de fidèles l'ont appelé pour lui dire qu'il ne comprenait pas alors que le débat avait déjà été. Le vendredi 23 mai prochain, le collège Justin Cataillé de Cayenne accueillera le premier championnat scolaire de bridge.
Une initiative des enseignants qui dispensent chaque semaine l'apprentissage du bridge aux élèves dans leur établissement respectif. 60 participants sont attendus pour ce premier championnat régional. Il y a une convention qui a été signée entre l'éducation nationale et puis la Fédération française de bridge, parce que nous avons vu que la pratique du bridge était un exercice qui était très favorable justement à l'activité scolaire des enfants. Et c'est à partir, effectivement, comme vous l'avez dit, d'une expérience qui a eu lieu en métropole, où il y a, d'après ce que j'ai cru savoir, il y a plus de 100 000 élèves qui déjà participent au bridge, même si ça fait à peu près 6 000 élèves par année, puisqu'il y a à peu près 12 ans que cette activité a été mise en place. Et on s'est aperçu, effectivement, que depuis que les enfants participent à cette activité, il y a une amélioration pour ceux qui s'engagent véritablement. Alors, on ne va pas dire que c'est 100% de réussite, mais en tout état de cause, je crois que si la Fédération française et surtout si l'éducation nationale a bien voulu signer justement cette convention, c'est qu'elle a bien vu justement ce que pouvait rapporter le bridge aux enfants. Pour rappel, le plan pour les sciences et les technologies à l'école, lancé en janvier 2011, préconise l'usage des jeux pour apprendre. La circulaire « Une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l'école » rappelle que les jeux à règles, comme les jeux de cartes, permettent de développer la motivation et la concentration des élèves, d'encourager leur esprit d'autonomie et d'initiative, et de travailler les fondamentaux pour une approche différente. Nous avons fait une étude qui a mis en parallèle ce qu'on appelle le socle de compétences qui est une base de l'activité des élèves dans le cadre du temps scolaire. Et on s'est aperçu que dans le cadre de cette compétence, il y avait la possibilité de mettre en avant un certain nombre d'outils, je dirais, pour les enfants. Notamment, on s'aperçoit que lorsque les enfants pratiquent le bridge, ils apprennent mieux à mémoriser un certain nombre de choses. Le problème de la concentration est travaillé. Nous avons justement mis en relation cette notion d'équipe qui n'est pas toujours justement quelque chose qui est vu. La confiance, le respect. Et puis, on s'est aperçu qu'un enfant qui a pratiqué le bridge en scolaire, on voyait cet enfant beaucoup plus concentré dans l'apprentissage même de son temps scolaire. C'est-à-dire qu'ils avaient plus envie de venir à l'école, d'accord ? Les problèmes d'absentéisme se voyaient beaucoup moins. Donc, tous ces éléments font que si effectivement nous avons développé cette activité en Guyane, c'est bien parce que nous y croyons énormément. Et il y a déjà une dizaine d'enseignants qui, à l'intérieur de leur établissement, toutes les semaines, donnent des cours de bridge aux enfants. Je vous garantis qu'on ne pouvait pas imaginer quelque chose aussi important dès la première année. Sachez qu'il y a également aujourd'hui 103 élèves qui sont licenciés à la Fédération française de bridge. Et nous en sommes énormément, surpris très agréablement parce que quelque part, on ne s'attendait pas à cette... Allant plus loin encore, je dirais même que le rectorat de Guyane s'investit énormément. J'ai un certain nombre de partenaires au sein du rectorat de Guyane qui s'investissent énormément justement pour mettre en place cette activité. Et nous préparons déjà dès cette année la rentrée prochaine. 6 établissements sont attendus pour le premier tournoi de bridge scolaire. Le bridge, sport d'esprit, prendra un peu plus d'ampleur dans les établissements scolaires de Guyane. À partir de la rentrée de septembre, certains établissements proposeront une option à l'intérieur des classes de 6e et 5e pour dispenser cette activité. Les électeurs se prononceront samedi 24 et dimanche 25 mai pour désigner les futurs locataires du Parlement européen qui siègent à Strasbourg et à Bruxelles. Avec un mandat de 5 ans, les députés européens sont chargés d'adopter les directives et les règlements, de voter le budget de l'UE ou encore de contrôler la Commission européenne. Nous avons rencontré Margui, secrétaire départementale du Front national de la Guadeloupe. Margui est en seconde position sur la liste Outre-mer conduite par la réunionnaise Marie-Luce Brassier-Klein qui revendique une France sans Bruxelles. Les Guyanais comme nous, les Martiniquais, Guadeloupéens, tout ça, nous faisons partie intégrale de la France. Et l'Europe actuellement est en train d'essayer de détruire la France au profit du grand capital et des Nations Unies. Et nous pas des Nations Unies, excusez-moi, des États-Unis. Donc nous sommes justement venus pour lancer ce message. Nous voulons rester, nous, Français. Nous ne sommes pas européens, l'Europe c'est pas une nation. Nous ne voulons pas de l'Europe qui dirige notre avenir, comment dirais-je, l'Europe nous propose, qu'est-ce que nous propose l'Europe? Elle nous propose du chômage, elle nous propose de la misère, donc ça ne nous intéresse pas nous.
personnellement. Concrètement, qu'est-ce que la France peut gagner à sortir de l'Union européenne ? Se libérer de l'Europe, c'est retrouver notre souveraineté, retrouver notre marché, retrouver notre liberté. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, on dit que l'Europe apporte de l'argent. Par exemple, vous avez telle construction construite par l'Europe, financée par l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui finance, c'est la France. Il ne faut pas oublier que la France donne 20 milliards d'euros par an et l'Europe garde 7 milliards pour payer ses fonctionnaires et nous redonne à nous 13 milliards. Et c'est avec ces 13 milliards que nous faisons tous les travaux que nous avons à faire en France. Contrairement à ce qui est dit que c'est financé par l'Europe, l'Europe ne finance rien du tout. L'Europe se sert de notre argent pour nous redonner. Donc elle ne sert à rien en fin de compte. Il n'y a qu'à garder notre argent et nous-mêmes financer nos affaires. Supposons que la France sorte de l'Union européenne, il faudrait aussi revenir au franc. Contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire que ça serait la fin du monde, il n'y aurait plus de soleil si on passait de l'euro au franc, c'est tout à fait le contraire, puisque nous préconisons 1 franc égale 1 euro. Donc il n'y a pas de changement. Il y a un changement que sur les billets. Parce que l'euro actuellement, qu'est-ce que c'est que l'euro ? L'euro est une monnaie qui est à 1,40 et le dollar est à 1. Qui est-ce qui vend ? Qui est-ce qui achète ? Donc on a compris le jeu. C'est-à-dire que vous vendez en euros, vous n'arrivez pas à vendre, et les autres, ils vous vendent à 1. Donc la parité n'est pas égale. Donc c'est la ruine assurée. En plus de ça, l'Europe nous interdit de dévaluer. Donc on peut pas exporter. Et l'Europe, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de détruire toute notre tissu industriel en France, industriel, agricole. Et c'est la ruine complète. On a vu l'abandon de Péchinet, on a vu l'abandon de ArcelorMittal. Maintenant, on est en train de brader Alstom. Mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut la ruine complète de la France. L'Europe, elle nous amène à la ruine. L'Union européenne, ce sont les règlements, les instruments financiers qui accompagnent les investissements outre-mer en matière d'agriculture, de pêche, d'environnement, d'infrastructures routières, portuaires, d'innovation technologique. Un mode de fonctionnement qui ne convient pas au Front National. Qui dit non à Bruxelles, oui à la France. Demain, en fin d'après-midi, l'association Quata organise une sortie en direction des salines de Remire-Montjoly. L'opportunité de découvrir la faune et la flore du département. Donc demain, on organise une sortie qui sera de découverte du sentier des Salines, donc sur la commune de Remire-Montjoly, dans le cadre de la fête de la nature. Tout public, les familles, les parents, c'est grand public, donc c'est un groupe de 20 personnes, c'est sur réservation, donc pour le moment la sortie affiche complet. On en refera une au mois de juillet, peut-être au mois d'août aussi. S'inscrire sur la sortie de demain n'est plus possible, mais pour les curieux qui souhaiteraient découvrir la biodiversité guyanaise, l'association Quata prévoit d'autres sorties durant le mois et au long de l'année. On organise aussi des sorties tous les mercredis et vendredis durant la saison de ponte des tortues marines, qui sont gratuites et sur réservation. Et il faut réserver au moins 15 à 20 jours à l'avance. Observer une ponte de tortues marines et puis avoir un animateur qui informe, qui donne toutes les informations sur la biologie des tortues et qui répond à vos questions. Du coup, ce sont aussi des sorties qui sont, disons, sécurisées. On est nombreux sur le site. Observer les tortues marines demande quelques précautions. Donc si on voit une tortue qui pond, si on voit une tortue sortir de l'eau, il faut attendre qu'elle soit arrivée en haute plage pour s'approcher. Toujours s'approcher par derrière. Surtout éviter les lumières, donc préférer les lampes rouges. Notamment parce que les tortues retrouvent l'océan parce que ça brille, c'est la luminosité qui les attire. Du coup, toute lampe blanche, flash d'appareil photo ou autre va les désorienter. L'association Quata a été créée en 1994 et œuvre depuis sur la protection de la biodiversité du département. Nous, on travaille sur tout ce qui est protection et conservation de la faune de Guyane. Donc d'une part, on a un volet animation, information du public et des scolaires, et puis un volet suivi scientifique, étude de la faune, toute faune, que ce soit les tortues, les grands mammifères, les lamantins, les chauves-souris, etc. Le 24 aux Antilles-Guyane et le 25 mai, on votera pour renouveler l'Europarlement. 19 listes solliciteront les suffrages des électeurs de la grande circonscription Outre-mer contre 9 lors du précédent scrutin en 2009. Les élections européennes ne passionnent pas l'électorat guyanais. Pourtant, l'Union européenne est d'une importance capitale pour les régions dites ultra-périphériques de l'outre-mer français.
pour un scrutin tel que les européennes, un abstentionnisme très très important, que la population en a assez en réalité des décisions qui sont prises et de la classe politique. Il y a vraiment besoin d'un renouvellement de la classe politique, d'où la jeunesse certainement de ma candidature, mais sa fraîcheur également. Et la population est aussi lassée du clivage gauche-droite. Il est temps aussi qu'une génération se lève pour défendre les intérêts de l'outre-mer au niveau du Parlement européen, mais pas seulement dans une étiquette et par des idées de gauche ou de droite, mais plutôt dans une idée de rassemblement. Et c'est là ma candidature. Selon Kelly Vitadel-Vélin, tête de liste de Synergie Europe Outre-mer soutenue par Force Vie, il est impératif que les populations et les électeurs d'outre-mer soient mobilisés et participent activement à ces élections, afin de peser fortement sur les orientations futures de la politique européenne. Je défends les valeurs et je suis une femme de conviction. En réalité, mon slogan est le suivant. Un outre-mer respecté pour une Europe, dans une Europe rénovée. Il faut absolument aujourd'hui que l'outre-mer soit pris en compte dans toutes ses spécificités. Chacun des territoires, j'ai vraiment pris le soin avec mes colistiers de nous pencher sur les problématiques de chaque territoire. En Guyane, ma colistière, Madame Gérard Patricia, a pu vraiment mener un travail de terrain par rapport aux problématiques liées à la Guyane et qui pourraient être portées au niveau du Parlement européen. Donc en réalité, c'est ça notre préoccupation. Il faut absolument que là aussi nous puissions porter nos couleurs et qu'au niveau de l'Europe, que l'Union européenne soit rénovée. Nous voyons vraiment comment les choses fonctionnent. Les décisions qui sont prises ne sont pas celles que tous veulent. Aujourd'hui, les valeurs sont bafouées et beaucoup de décisions qui sont prises au niveau du Parlement européen viennent de plein fouet nous impacter. Les fonds européens, les subventions sont nécessaires pour le développement des ultramarins et de nos régions ultrapériphériques. Et il est temps aujourd'hui qu'on comprenne l'importance de se positionner par rapport à l'Europe. La tête de liste de Synergie Europe Outre-mer soutient que la prise en compte des contraintes liées à la spécificité des DOM-TOM doit être accrue au niveau du Parlement européen. L'Europe doit consentir à un plus grand effort pour ouvrir les perspectives de développement des citoyens ultramarins qui sont aussi des citoyens européens et doivent pleinement bénéficier de l'opportunité que représente le marché européen. Le groupe folklorique guyanais Les Lauriers des Roses fête son 55e anniversaire. Durant la semaine, et cela jusqu'à ce dimanche, différentes manifestations sont réalisées à ce titre. Depuis 1959, le groupe œuvre dans la transmission du savoir-faire et de la tradition de la culture du département. Tout à fait, tout le temps je dis, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on ira. Donc c'est vrai que pour nous, il est important de montrer aux jeunes Guyanais ce qui se faisait auparavant pour que lui puisse tout justement s'imprégner de ses souches, de ce qu'on faisait, de ce qu'il y a à nous. Alors le groupe folklorique Les Lauriers Roses, oui, c'est vraiment pour mettre tout ce qui englobe la culture. Nous faisons de tout, les danses traditionnelles, nous faisons les foires culinaires, nous réalisons un peu de tout. Alors maintenant, je me dis que le Guyanais, il s'approprie. Maintenant, il a compris qu'il faut qu'il s'intéresse. Parce que s'il ne s'intéresse pas maintenant, il sera trop tard. C'est l'étranger qui viendra nous montrer tout justement ce que nous faisons auparavant. Et c'est un petit peu dommage. La tradition, les habitudes alimentaires ainsi que la danse et les habitudes vestimentaires permettent de raconter l'histoire d'un territoire. Ben oui, jusqu'à présent, il y a un grand monde qui a mis pour aller en messe, pour aller l'après-midi, ou bien les beaux matins, faire un petit marché. Oui, à ça nous qu'à défendre d'ailleurs Laurier Rosa depuis 1959. Donc nous toujours qu'à défendre culture guyanaise. Donc danse, habiller, manger et puis tout ça qui calait qu'elle. Oui, puisque bon, ça qui côté nous, bon, il y a qu'à habiller comme nous, il y a qu'à respecter. Il y a qu'à respecter ça, nous-mêmes qu'à dire, mettez. Bon, avant, il y a un rang, il était bien laid, par exemple, si il mettait une robe bleue, mettez une soulier bleu. Mais nous-mêmes, normalement, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Normalement, nous souliers toujours noués. À soit ballerine, soit souliers qui petit talon, mais toujours souliers noués. Ce dimanche aura lieu un déjeuner dansant sur le thème l'évolution professionnelle de la femme guyanaise de 1959 à nos jours.
Hier, en fin d'après-midi, les représentants du pôle entreprise et territoire de la CCIG rencontraient les élus de la communauté des communes des Pays Savanes. Rappelons que dans le cadre de la mandature 2011-2015 de la Chambre de commerce et de l'industrie de la région Guyane, il a été créé 3 commissions territoriales dont la mission s'exerce dans des circonscriptions géographiques correspondant au découpage administratif. La Chambre de commerce est implantée à Kourou, mais évidemment son rôle est de rayonner sur le territoire des Savanes. C'est-à-dire que régulièrement, nous sommes en contact avec les communes de Sinamari, Irakubo, Saint-Élie et bien évidemment Kourou. Il y a quand même un vrai développement économique sur la communauté de communes des Savanes. Il y a aussi, je veux dire, que ce soit donc tout ce qui est petits artisans ou produits artisanaux, etc. Donc nous avons besoin, bien entendu, donc, que cette collaboration fasse avancer ce développement économique qui aujourd'hui est un petit peu en ralenti sur la communauté de Savane. Et nous allons nous appuyer sur l'expérience, bien entendu, donc, de la CCI. Il faut travailler avec la CCI et c'est ce que nous allons aussi faire bientôt aussi avec la ville de Kourou. Vous savez très bien que sur le développement économique, sur cette partie, je veux dire, de la Guyane, nous avons quand même besoin de travailler en étroite collaboration avec la CCI. Il y a quand même cette expérience. Il y a aussi donc, une équipe qui est derrière donc, la CCI. Et pour nous, c'était tout à fait normal qu'on puisse enfin se retrouver et commencer donc, notre collaboration ensemble. Dirigée par Marie-Françoise Pindard, la chorale Le Chœur des musiques métisses se présente demain soir à l'Ancre. La chorale propose un répertoire très varié, de la musique traditionnelle créole, métropolitaine et de bien d'autres pays tels que la Russie. Un vrai cadeau pour toutes les mamans. Alors le public concerné, c'est un public tous âges confondus, aussi bien jeunes, un peu moins jeunes, et les personnes d'un certain âge aussi, parce que la fête des mamans est une fête qui est bien ancrée chez nous, et que afin qu'on puisse commémorer justement cette dite fête, qu'on puisse leur chanter certaines choses, puisqu'elles seront directement concernées en amont. Et nous sommes une bonne vingtaine, dirons-nous, tous âges confondus et toutes races, dans la mesure où c'est pour cette raison d'ailleurs que la chorale s'appelle Chœur des musiques métisses. Donc c'est un mélange de toute personne la composant, et qu'on présente un panel de musique assez varié. L'ensemble culturel régional L'Ancre accueillera la chorale demain à partir de 20h. L'entrée est gratuite. Alors, les personnes, nous demandons qu'elles viennent nombreuses, parce que c'est ce qui nous encourage justement de continuer. Alors, comme je le disais en préambule, tous âges confondus, aussi bien les mamans, les filles, les garçons notamment, parce qu'il faut aussi qu'une maman, c'est elle qui nous a fait naître, et que, étant donné que ce concert leur est en partie consacré, et que de les amener, parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que le choix de l'Ancre a été fait, afin que tout le monde soit à l'aise, et que c'est un établissement qui donne toute sa mesure quand il s'agit de concert, je dis bien toute modestie, de pouvoir transmettre un message.
sa propre maison fait partie des rêves d'une grande partie de la population. Mais le réaliser peut entraîner de graves maux de tête. Alors, les différents problèmes que je rencontre dans la maison, lorsqu'il pleut, il y a de l'eau qui rentre dans la maison, ni dans le salon, ni dans la chambre. J'ai des remontées d'eau dans l'évier. J'ai la canalisation derrière pour les salles d'eau qui tombent par terre. Ça ne passe pas par le tuyau. J'ai la peinture qui est mal faite. J'ai toute la peinture qui est sortie. J'ai des carreaux cassés. J'ai l'électricité qui est mal faite. Il y a tellement de problèmes que je ne sais plus quoi faire. Marine Darcheville a réalisé la réhabilitation de sa maison avec l'aide du Pacte de Guyane, mais durant les travaux et après la conclusion, la propriétaire a constaté de nombreuses irrégularités, qui selon elle sont dues à des fautes professionnelles de la part du Pacte et de l'entrepreneur. C'est invivable. Je suis obligée de payer 2 loyers quand j'ai vu ça. Parce que c'est un moment que ça traînait. J'ai dit, bon, il faut que je rentre dans la maison. Et heureusement que je suis rentrée, ça va faire 2 semaines que je suis là, que j'ai pu voir qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la voiture, dans la maison. Lorsqu'il pleut, la porte que vous voyez là, on ne peut pas l'ouvrir. Quand j'ai fait la réclamation, qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec monsieur le directeur, monsieur Julien? Il a fait mettre des taquets sur les portes pour pouvoir tenir la porte parce que c'était gonflé, parce qu'il y avait des creux. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Une maison qui vient juste d'être faite et c'était même pas encore livré, il y a des choses mal faites. Derrière, j'ai rouspété. Pourquoi derrière? Parce que la plomberie qu'ils ont fait n'était pas bon. Si vous voyez ça, au lieu de mettre un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le monsieur, il a brûlé le tuyau et le tuyau ne reste pas. L'eau coule par terre. Il devait faire une fondation, faire un canal, je ne sais pas quoi, pour mettre le tuyau en dessous de la terre. Le tuyau est à vue d'œil, n'importe qui peut le casser. Qu'est-ce que monsieur le directeur m'a dit? Vous n'avez qu'à remblayer, vous n'avez qu'à faire une barrière pour que les gens ne puissent pas rentrer. Je prends l'argent où? Eux, ils ont déjà mangé tout l'argent. Comment je fais pour faire une barrière? Selon le directeur du Pacte de Guyane, la problématique est due à un problème personnel entre la propriétaire et l'entrepreneur. Le Pacte aurait fait le possible pour apporter des solutions et reste ouvert au dialogue. Le Pacte de Guyane est une association qui fait partie d'un réseau national. Elle a pour mission d'aider les propriétaires à monter un dossier de financement pour obtenir une subvention de l'État, de la région ou du Conseil général pour améliorer leur habitat ou construire. Le Pacte de Guyane existe depuis 1987 et peut intervenir sur l'ensemble du département. L'association a participé à l'amélioration de plus de 2800 maisons et à la construction de plus de 3000. Alors ce sont essentiellement des critères d'ordre financier par rapport au plafond de ressources, puisque ce sont des aides publiques. Donc il y a des plafonds de ressources au niveau de l'État et il faut donc être en dessous des plafonds de ressources en fonction de la composition de la famille pour avoir droit donc à une aide de l'État, donc une aide pour le montage du dossier dans le cadre du pacte. On est aussi sur la construction neuve, notamment l'accession sociale à la propriété, donc avec des personnes qui soit possèdent déjà un terrain, qui sont propriétaires et qui souhaitent monter une construction neuve, mais à condition effectivement aussi qu'on a des plafonds de ressources qu'il faut respecter. Jusqu'à la fin de ce reportage, nous n'avons pas réussi à joindre l'entrepreneur chargé de la construction. Pour éviter ce genre de situation, il est important de bien choisir les collaborateurs et de planifier chaque étape de la construction. À chaque déchet, des solutions. D'une très grande diversité dans la taille, dans la concentration et dans la fréquence des chantiers, les déchets du BTP nécessitent une organisation de la collecte adaptée à la fluctuation de la production, ainsi que de structures de regroupement et de tri. Il existe en Guyane un broyeur des déchets de métalliques. Donc c'est le seul broyeur qui existe pour la Guyane. C'est une société qui se situe donc sur la route de Dégradé-Cannes et donc qui est ouverte aux professionnels qui peuvent emmener leurs déchets métalliques là-bas et ils seront broyés et revendus ensuite par la suite, valorisés par la suite, par exemple. Donc les gravats peuvent être aussi broyés. Donc on a une plateforme de déchets inertes qui est une plateforme qui se situe également sur la route de Dégradé-Cannes. Donc c'est la SCC, la Société des carrières de Kabassou, donc qui a une plateforme. C'est la première fois que cette plateforme est créée en Guyane. Bien que la gestion des déchets des chantiers ait progressé au cours des 10 dernières années, des marges de progrès demeurent concernant la prévention de ces déchets et l'optimisation de leur gestion. Au jour d'aujourd'hui, pour les déchets dangereux du BTP, il y a quand même des entreprises privées qui traitent ces déchets-là. Et c'est vrai que les professionnels ne le savent pas.
alors qu'ils soient à Saint-Laurent, Maripasoula ou autres, ils peuvent quand même faire appel à ces sociétés privées qui traitent les déchets dangereux du BTP. Il y a une crainte de devoir payer pour, par exemple, soit la mise en décharge, soit la mise en déchetterie. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut que l'ensemble des professionnels agissent en même temps pour pouvoir, je dirais, avoir une éco-contribution, une éco-participation sur la gestion de ces déchets. Mais il y a des déchets qui ont de la valeur. Donc peut-être qu'ils peuvent gagner aussi. Quand je pense aux déchets métalliques, ils ont de la valeur. Donc là, peut-être qu'ils peuvent être gagnants à pouvoir emmener leurs déchets sur la station qui traite les déchets métalliques. Une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises. Du major du BTP à l'artisan travailleur seul, les professionnels du BTP sont responsables de leurs propres déchets.